Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez. On est ravis d'être avec vous. On est de retour sur ce podcast BFM Business dans lequel on parle de crypto-monnaie. Bienvenue dans ce troisième épisode de la série BFM Crypto, les tutos, pour vous expliquer comment faire fructifier vos crypto-monnaies. Je suis en compagnie d'Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher et à la tête de Just Mining, société française spécialisée dans l'investissement en crypto-monnaie, mais aussi d'autres entreprises du secteur. Salut Owen. Salut Amaury. On a vu dans les épisodes précédents comment acheter ces crypto-monnaies, puis comment les sécuriser. Maintenant qu'elles sont bien au chaud, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, on va tenter de les faire travailler, nos cryptos. Plusieurs stratégies s'offrent à nous. La stratégie dite hold, qui veut dire en gros tenir dans le temps sa position. La stratégie de stacking, donc échange de la participation, en échange de la participation à la sécurisation d'une blockchain proof of stake, on va recevoir des intérêts et la DeFi, finance décentralisée, dans laquelle on fait intervenir des smart contracts plus complexes pour faire des prêts et emprunts et interagir avec les stablecoins. On va commencer par la stratégie Hold Owen. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors la stratégie buy and hold, donc on achète et on garde, on entend souvent hodl d'ailleurs, ils ont inversé le L et le D. Un jour, un développeur a fait une erreur de typo et tout le monde a gardé cette phrase, hodl, conservez votre position, repose sur le fait que l'on achète de la crypto-monnaie et on la laisse s'apprécier avec le temps. Évidemment, il faut avoir des convictions, il faut avoir fait ses recherches, bref, CF notre épisode 1. Mais c'est vrai que les plus grosses crypto-monnaies, c'est vraiment à travers le long terme qu'elles s'apprécient puisque l'écosystème est très jeune et qu'il est encore en pleine émulsion. C'est une stratégie qui représente donc généralement alimentée par du DCA, c'est-à-dire qu'on va investir tous les mois une petite quantité d'euros ou de dollars en crypto-monnaie et on accumule et on laisse le temps jouer son œuvre sur des cycles. Généralement, le meilleur cycle, c'est 3 à 4 ans dans le monde de la blockchain. C'est la stratégie la plus utilisée, qui est spéculative et dans laquelle on va simplement prendre un pari. Je pense que les crypto-monnaies vont s'apprécier, ou alors cette crypto-monnaie pour X ou Y raison, parce que je crois en son produit, si on est bien avisé et qu'on est bien renseigné dans la blockchain. Et sur quel support on va hold? Bon, là, je reviens un peu sur l'épisode précédent, mais Tout à fait. On fait le lien avec l'épisode 2. Si c'est pour du long terme, autant que ce soit dans un cold wallet, bien sécurisé, dans une clé qu'on a avec une sauvegarde, au cas où on ait un problème avec la clé Ledger, par exemple. Conserver sa crypto-monnaie, on la positionne là-dedans. bon, bien au chaud. Et quand on hold, est-ce qu'il y a des signaux à surveiller, des niveaux de multiples à prendre? Est-ce qu'il y a un moment où on se dit: «Bon, là, il faudrait peut-être faire une prise de profit quand même»? Alors, les signaux, là, on peut regarder un petit peu d'analyse technique. Je mets en garde les gens parce que très très vite dans le monde de la crypto-monnaie, on finit sur YouTube, on tape analyse technique crypto. On voit un bonhomme qui trace deux courbes et qui vous dit ouais, ça va monter, là, ça va taper tant, ça va redescendre. Ne tombez pas dans ce cercle-là. Malgré tout, si vous sentez que les crypto-monnaies prennent beaucoup de valeur et que vous êtes en train de faire un profit et vous ne savez pas quand sortir, là, vous pouvez commencer à surveiller un petit peu l'analyse technique pour dire voilà, généralement, il y a deux choses à comprendre et que n'importe quel débutant peut comprendre dans le monde du trading. Il y a des zones à surveiller. En gros, le Bitcoin est à tel prix. S'il passe tel prix, c'est très encourageant et il peut monter très fort. S'il passe tel prix, ça fait vraiment peur et il peut descendre très bas. C'est les deux grandes choses, hein, les supports et les résistances et les zones à vérifier. Globalement, si vous avez l'impression d'avoir pris beaucoup de profit, n'hésitez pas à vendre une petite partie, hein, vous n'êtes pas obligé de tout vendre. Récupérez pourquoi pas votre mise initiale, c'est ce que je recommande fortement. Ne pas faire que des all-in ou all-out, non, on prend le temps d'entrer par tranche et de sortir par tranche et de se dire, OK, si j'atteins ce point-là, je revends, et même quand vous revendez, ne revendez jamais tout. Pourquoi pas conserver un petit 5 ou 10% qui pourra vous donner un petit peu de réconfort si ça monte encore plus fort. On a aussi la stratégie, de stacking, ouais, stratégie que tu connais bien puisque, ta principale, société, Just Mining, propose ce service-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Alors là, c'est vraiment notre expertise. En fait, il y a 2 autres catégories et on va y venir. Il y a tout ce qui est stacking, masternode, qui est une famille, une première catégorie, et le deuxième, c'est la finance décentralisée, la DeFi. Et j'aime bien apporter ces 2 angles-là parce que ça n'intéresse pas les mêmes profils d'investisseurs. Le stacking, c'est très simple, c'est le fait de bloquer de la crypto-monnaie pour en générer d'autres, d'un point de vue purement quantitatif. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à regarder, le prix de mon Ether va-t-il monter ou descendre? Évidemment, vaut mieux qu'il monte, mais on est là à regarder, je bloque un Ether et j'essaie d'avoir 1,05 Ether à la fin de l'année. Et donc, le vrai mot stacking, d'accord, vient du proof of stake, le fait que l'on a bloqué de la crypto-monnaie dans la blockchain, et en échange de ce blocage, la blockchain nous rémunère. Déjà parce qu'il y a une prime d'illiquidité, un peu comme en bourse, on s'engage à ne pas toucher, donc on ne va pas vendre, et donc on soutient le prix. Et ensuite, pour plein de raisons techniques, en bloquant de la crypto-monnaie, on sécurise le réseau.
Ça nous donne un droit de vote dans le développement de la blockchain. Et surtout, si quelqu'un veut s'emparer de beaucoup de jetons pour prendre le contrôle d'une blockchain, très très dur quand on sait que la plupart des blockchains ont 50 ou 60% de leur crypto-monnaie déjà bloquée dans des contrats de stacking. Ça, c'est le vrai terme stacking. Il y a des plateformes qui vous proposent également prêtez-nous tant, on vous donne des intérêts. Ils appellent ça stacking pour que tout le monde comprenne, mais c'est des prêts, c'est pas du stacking. Le vrai stacking, on prête à la blockchain elle-même. On prête des Ethers à la blockchain Ethereum. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a d'autres modules un petit peu différemment, le Delegated Proof of Stake, etc., etc. Mais c'est un peu plus complexe et ce sont des déclinaisons de ce premier modèle qui repose sur le fait de réellement immobiliser une crypto-monnaie, participer à la sécurisation et au bon déroulement de ce réseau et en échange obtenir une rémunération sur la quantité et non pas sur la valeur. Les masternodes, c'est à peu près le même concept, mais il y a beaucoup moins de monnaie dessus, donc ça sert à rien de le citer. Mais en gros, c'est ça. Et techniquement, c'est vraiment le fait de bloquer de la crypto-monnaie pour avoir des intérêts. Et si on se veut puriste, c'est bel et bien bloqué dans la blockchain en question, parce qu'il existe des sites internet qui récompensent les gens qui viennent mettre la crypto-monnaie, mais ça n'a rien à voir avec le fait de participer à la sécurisation de la blockchain en question, comme l'est réellement le stacking à la base. Et au niveau des intérêts, du coup, quel rendement on peut espérer? J'imagine que ça varie? Alors sur Just Mining, ça dépend vraiment. Sur Just, si je dis pas de bêtises, on a des rendements qui vont de 3-4%. C'est l'Ether, qui est l'un des plus gros réseaux, à des jeunes chaînes, plus risquées évidemment, qui peuvent monter jusqu'à 70%. Mais naturellement, 70. 70% d'intérêt. Sauf que ça peut paraître super alléchant. On peut se dire oui, c'est impossible. Bah si, parce que la monnaie est très volatile. C'est bien beau d'avoir 70% d'intérêt. Mais si à la fin de l'année, elle a perdu 60% de sa valeur, vous n'avez pas gagné pour autant. C'est pour ça, ça existe les vrais rendements. Mais ne vous laissez pas tomber dans un oh, 70%, c'est certain, c'est stable. Non. S'il y a un gros rendement, c'est pour attirer les gens. Plus il y a de gens, plus le rendement va baisser, l'offre et la demande. S'il y a 2 fois plus de gens demain, on sera à 35%. Et s'il y a un si gros rendement, c'est un que le projet est jeune et donc fébrile, et deux, certes, il y a une opportunité, mais parce qu'il y a un risque. Gardez simplement ça en tête. Donc moins c'est risqué, plus le rendement est petit, et plus c'est risqué, plus le rendement est grand. Tout à fait. Mathématiquement, sur des milliers de projets, ce que tu viens de dire est totalement vrai. Et même chose que pour la stratégie hold, la stratégie précédente. Sur quel support on va stacker? Alors, soit on va le faire soi-même, et je recommande les gens à s'y intéresser. Vous avez votre crypto-monnaie sur votre clé. Le Bitcoin, par exemple, ne se stake pas. C'est du minage. Encore autre chose, peut-être un autre sujet, mais c'est on ne peut pas le staker. Alors que l'Ether, vous pouvez très bien avoir de l'Ether sur votre clé et rester, garder l'argent dans la clé, mais faire en fait, si vous voulez, une délégation. Par exemple, du Tezos, qui est une crypto-monnaie assez connue, vous pouvez la déléguer à un validateur. C'est la différence entre le stacking et le delegated stacking. Là, on va un petit peu pousser, mais des fois, pour staker, on doit passer par une plateforme, comme Just Mining, où on va acheter de la crypto-monnaie et la bloquer. Mais des fois, on peut directement, depuis la blockchain, dire OK, moi je bloque et je délègue mes fonds à telle plateforme. Elle ne peut pas la revendre ou racheter pour moi, mais elle peut travailler et générer des intérêts en mon nom. Donc c'est quelqu'un d'autre qui va en assurer la sécurité, pour le Non, coup, pour le coup, non. C'est ça non? qui est intéressant. C'est ça la délégation. La délégation, la crypto-monnaie reste dans ta clé. Tu es propriétaire de ta crypto. Par contre, tu délègues le droit de générer des intérêts. Et donc, à ce moment-là, ça peut paraître barbare pour un débutant, ne vous inquiétez pas, mais dès que vous serez un petit peu confirmé, vous verrez que c'est assez simple. On arrive sur un site où on voit tous les validateurs, qui sont des serveurs informatiques qui sécurisent des transactions, et on choisit de dire, OK, mes crypto-monnaies à moi, je les bloque, et je les bloque sur tel serveur. Le serveur va générer des intérêts, va vous donner la majorité en gardant une petite commission. Mais il ne pourra pas, par exemple, envoyer ou revendre votre crypto-monnaie. Il n'a qu'un seul droit, la sécuriser et générer des intérêts. Ça, c'est de la délégation. Et sinon, vous pouvez le faire, et c'est ce que font la plupart des gens, sur des plateformes dont c'est le métier. On a des clients qui arrivent chez Just Mining, ils savent pas faire tout ça, ils viennent mettre de l'euro. Nous, on les éduque parce qu'on aime. Tu sais, s'il dit oui, mais pourquoi j'ai 7% alors que je suis sûr que je devrais gagner plus? Non, regardez la blockchain donne 7%, on vous donne ça, minoré de notre commission. Et ça permet aux gens de se dire bon, je mets 1000, 2000, 5000 euros, 10 000 euros, c'est le boulot de Just Mining, et je veux staker des Ethers, je veux staker telle blockchain, ce que j'aimerais, c'est tant d'intérêt là-dessus, ou alors me tourner vers la dernière solution, la finance décentralisée. Oui, justement, la DeFi, donc, qui, je le rappelle, qui va être un moyen décentralisé d'échanger de la valeur en évitant le plus possible les intermédiaires et donc les frais. Avant d'entrer dans le détail de la DeFi, cet environnement permet l'utilisation intelligente des stablecoins, éléments structurants de l'univers blockchain dont on n'a pas encore pu parler. Donc un stablecoin, ça va être une crypto adossée à une monnaie classique, ce qui va permettre de limiter l'incertitude et la volatilité. Pourquoi, Owen, sont-ils importants, ces stablecoins? Alors, ils sont super importants parce que des fois, on n'a pas tout le temps envie d'avoir son argent sur le Bitcoin et de se dire que cette nuit, on peut perdre 30 ou 40%.
Même si c'est plus aussi volatile, on peut perdre rapidement. Les stablecoins, c'est bien parce qu'on peut être sur la blockchain et pourtant ça peut être adossé au dollar, à l'euro ou même au gramme d'or, qui est beaucoup moins volatile que le bitcoin. Donc ça permet d'avoir l'agilité du monde de la blockchain, mais pas la volatilité du monde de la blockchain. D'ailleurs, il y a plein de gens qui peuvent aimer le bitcoin, mais qui mettront pas 20% de leur trésorerie dessus, ce que je peux comprendre si on est une petite boulangerie. Alors que dans les stablecoins, ça peut les intéresser. Se mettre sur du stablecoin dollar ou du stablecoin euro et obtenir des intérêts très alléchants parce que le monde de la blockchain propose de meilleurs rendements, ça peut intéresser une entreprise et donc une autre typologie de client et même un particulier. Quand on voit ce que nous donne le livret A aujourd'hui, quand on sait que dans le monde de la blockchain, à l'heure où on parle, on peut avoir entre 8 à 20% d'intérêt par an sur du dollar sans faire trop d'efforts et sans trop de connaissances, il faut regarder deux vidéos ou lire deux tutoriels, ça donne envie. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que la DeFi? C'est de la finance décentralisée. Qu'est-ce que là? Un produit financier, les prêts et les emprunts, des échanges. Quand on va en bourse, il y a des échanges, il y a des acheteurs, des vendeurs. Ça peut être du coup l'assurance. Il y a un assureur et un assuré. La particularité du monde de la blockchain, c'est qu'on peut être à la fois le consommateur, celui qui est assuré, par exemple, mais à la fois celui qui prend le risque, l'assureur. Comme c'est décentralisé, il faut quelqu'un dans les deux sens. Donc il y a plein d'opportunités pour gagner. Et à ce moment-là, on peut par exemple aller prêter sa crypto-monnaie à l'écosystème qui lui nous rémunère bien parce que comme les banques ne soutiennent pas trop l'écosystème et qu'il y a beaucoup besoin de liquidité, ça ne durera pas, hein, ça va être pendant les premières années de développement du monde de la blockchain, on peut aller prêter des stablecoins et donc prendre des risques mais qui ne sont pas des risques de volatilité et donc obtenir des intérêts. Et aujourd'hui, oui, on est entre 8 à... En tout cas, avec Just Mining, on a fait une solution avec le moins de risques possible. On diversifie les stablecoins, on diversifie les protocoles et surtout, on utilise ça en toute transparence pour l'utilisateur, hein. Lui, il dépose, il fait un virement et il obtient des intérêts. C'est aussi simple que ça. Eh bien, nous, derrière, on va choisir différents stablecoins pour limiter le risque, différents protocoles pour lisser le rendement et être sûr que s'il y a un problème, l'impact soit le plus minime possible. Et pourtant, on arrive à distribuer aujourd'hui un peu plus de 9% d'intérêt par an. Ok, donc les deux méthodes les plus utilisées, ça va être lending, donc le prêt, et borrowing, donc l'emprunt, c'est ça, hein? Voilà, alors on ne propose pas l'emprunt, nous. Pour le coup, nous, ce qu'on propose là, c'est vraiment aux gens d'obtenir des intérêts avec la finance décentralisée. L'emprunteur, c'est celui qui va venir, il a besoin d'argent et il va emprunter à la blockchain. Il passe pas par nous. On n'est pas habilité d'ailleurs à faire des emprunts. Nous, c'est juste, on a l'argent de nos clients, on connaît les protocoles et on diminue le risque parce qu'on les maîtrise bien. On a même construit ces produits avec des assureurs décentralisés. On a été au bout du truc. Et du coup, nous, c'est de proposer le plus gros rendement possible, mais avec une vraie approche par les risques, c'est-à-dire en ayant connaissance de tous les risques qu'il peut y avoir dans cet écosystème. Ok, et si on se remet un peu dans la peau d'un investisseur curieux, mais novice, comment est-ce que tu conseillerais de débuter avec ces trois méthodes? On va commencer par laquelle? Est-ce qu'on fait avec les trois? Si oui, comment on répartit? Alors ça va dépendre, parce qu'il y a certaines personnes qui seront prêtes à prendre des risques pour obtenir des intérêts sur les stablecoins. Il y a des gens, la volatilité, ça ne les intéresse pas. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le risque ne doit pas rentrer sur Bitcoin. Même si Bitcoin, c'est très intéressant, même si j'y crois personnellement. Si vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes jamais allé en bourse, vous ne voulez pas prendre le risque de voir prendre ou perdre de la valeur votre actif, n'allez pas sur Bitcoin, ce serait vous manquer de respect. Vous n'êtes pas fait pour ça. Et pourtant, la DeFi peut plaire. Moi, on a signé une boulangerie qui a fait son premier résultat financier de toute son histoire, parce qu'elle a fait 15% d'intérêt sur sa trésorerie. Une boulangerie, c'est complètement fou, parce que la DeFi s'adresse à tout le monde. Alors qu'à l'inverse, les deux premières méthodes sont très complémentaires. On peut acheter de la crypto-monnaie dans un premier temps, on commence par là. Très dur de faire travailler de la crypto-monnaie qu'on n'a pas, donc le point d'entrée, c'est bel et bien l'achat. Et ensuite, quand on conserve, autant conserver sa crypto-monnaie et la faire travailler pour augmenter la quantité qu'elle a. Donc je dirais que la méthode 1 et 2 est différente de la méthode 3 parce que ce n'est pas la même typologie de personnes. Et par contre, la méthode 1 est très complémentaire avec la méthode 2. À savoir qu'on peut également faire de la finance décentralisée avec des Ethers, des Bitcoins et donc des monnaies volatiles sur lesquelles on peut aller prêter. Ouah, c'est un truc de fou. Ok, donc c'est bien, on voit que pour chaque profil d'investisseur, il y a des solutions adaptées Totalement. à leur prise de risque. Et il y a même quelqu'un qui pourrait dire, OK, moi je veux pas faire des intérêts en prêtant ma crypto-monnaie, moi je veux être un assureur. Je veux aller prêter mon argent pour assurer des gens dans la blockchain. La DeFi permet de faire ça. Bah, s'il y a un problème sur un protocole, ce sera mon argent qui sera pris pour rembourser les gens. Par contre, s'il n'y a pas de problème, c'est moi l'assureur, c'est moi qui ai les commissions. C'est pour ça que c'est très large. C'est très large. J'ai vraiment fait un sujet vidéo là-dessus pour décliner qu'est-ce que la finance décentralisée, les prêts, enfin ce qu'on appelle le lending, borrowing, liquidity providing, assurance. Ça paraît barbare, mais en réalité, il faut juste prendre le temps de se poser, comprendre comment ça tourne, et soit on le fait soi-même directement dans la blockchain, tout ça est possible,
mais il faut prendre le temps de rechercher, soit on passe par une entreprise qui propose tous ces services, et c'est le cas de notre activité aujourd'hui. Merci beaucoup Owen d'avoir été avec nous sur BFM Business. On te retrouve tous les vendredis chez Guillaume Sommerer dans les pros des cryptos à 16h30 sur BFM Business. Je pense qu'avec ces 3 premiers épisodes, on vous a donné les clés pour entrer sereinement dans le monde des crypto-monnaies et de développer votre propre stratégie d'investissement. Faites-en bon usage et surtout, surtout, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.